Tu es art thérapeute et tu utilises donc la peinture comme média dans tes accompagnements. Oui, tout à fait. Alors, déjà depuis toute petite, voilà, j'ai gribouillé mes cahiers à l'école. Que je suis d'une génération où l'art n'avait pas été une matière secondaire. Donc, je dirais que moi, je n'ai pas eu l'élan suffisant de demander à mes parents. C'est-à-dire, j'aurais pu vraiment porter ma voix et avoir des envies. Et je pense que mes parents auraient pu m'écouter. Mais je me suis laissée entraîner par le programme de l'école de cette époque-là. Mes parents aussi. Donc, on m'a proposé très classiquement secrétaire, coiffeuse ou dans la gestion, etc. Je suis partie dans le tourisme. Déjà, un élan de voyage, mais je peignais tout le temps. J'étais très bien, des bonnes notes en dessin et en peinture. Mais pour moi, c'était secondaire, donc je le faisais à la maison. Et puis ensuite, c'est aux Antilles, sur les bateaux. Comme j'étais hôtesse marin, équipage sur les bateaux, j'avais du temps de libre et pas forcément toujours la possibilité de rejoindre la terre pour faire des activités sur la terre. Et donc, j'ai très vite peint sur le bateau. Donc, c'était un entraînement de peindre avec la vague, mais au mouillage, c'était un autre mouvement. Et c'est ensuite la vie qui m'a ramenée à ma ville d'origine. Donc, à Saint-Étienne, je suis stéphanoise. Et là, j'ai découvert que ma maman était déjà décédée depuis plusieurs années, que mon papa était en difficulté de vie, tout simplement vieillissant. Et j'ai fait le choix de rester auprès de lui. C'est dans ma ville natale que j'ai poussé les portes d'un atelier de peinture. Et en fait, je croyais que je rejoignais juste des gens pour aller peindre en groupe. J'avais complètement occulté le mot art-thérapie sur la porte à l'entrée. Et ah oui, vraiment. En fait, c'est une amie des Antilles auquel je dis bonjour, Tassa, je t'aime, qui m'a aidée parce que pour moi, c'était beaucoup de chagrin de quitter le bateau et les Antilles et de me retrouver dans ma ville natale à accompagner mon papa vieillissant. Ça faisait beaucoup d'événements qui cumulaient des difficultés. Elle me dit, il faut absolument que tu trouves quelque chose qui te nourrisse, puisque tu vas y passer plusieurs années et que ça va être challengeant pour toi. Il faut que tu trouves une activité qui te soutienne. Et elle dit, regarde, t'as toujours peint seul, mais peut-être tu pourrais rejoindre un groupe. Bon, l'idée m'a effleurée et donc j'ai poussé cette porte. Mais vrai. J'avais pas vu art thérapie. Et le plus fort de ça. Donc le plus fort de ça, c'est que la vie nous propose, je trouve et j'observe. Et j'en ai eu l'effet vraiment réel avec une difficulté. Une maladie, une peine, une difficulté, une épreuve. La vie nous propose des ressources pour accompagner ce cheminement. Et donc moi, cet art thérapeute Gérald Quito, que je remercie à l'atelier Vers Lumière et que j'honore, j'ai de l'émotion dans la voix. Il était spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées. Ça faisait 30 ans qu'il œuvrait dans un hôpital qui s'appelle La Charité à Saint-Étienne et il proposait ces ateliers d'art-thérapie à visée analytique transpersonnelle, donc il y avait un peu de spirituel, même beaucoup, sur l'accompagnement de la personne âgée. Donc c'était cadeau. Tu as poussé la porte de cet atelier sans savoir tout ça? Sans savoir tout ça. Incroyable. Incroyable. C'est en cela que je dirais que ma vie est riche de synchronicité et je crois que c'est une vibration, c'est un élan, comme l'élan auquel j'ai répondu avec la géométrie sacrée, c'est comment on réussit à s'écouter et à répondre parce que la vie nous parle à l'intérieur de nous tout le temps. Et donc là, il y avait Tassa, bien sûr, qui m'a aidée, mais j'aurais pu fouiller sur n'importe quel autre site, mais ma main a été téléguidée, mes pas ont été téléguidés dans cette rue pour pousser cette porte. Et donc, au départ, j'ai suivi les ateliers. Très vite, je me suis inscrite à la formation. Je dirais plutôt à titre personnel parce que il y avait beaucoup, la vie était intense d'accompagner une personne âgée, une personne qu'on aime vers une destination où on n'a pas envie d'aller. Et c'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il était possible que je puisse accompagner les autres. Et d'ailleurs, les modules que j'ai proposés au printemps, là, ce cycle de 3 modules sur le sujet important du deuil, c'est parce qu'en fait, moi-même, je n'ai pas réussi. Il se trouvait qu'au décès de mon papa, je devais rendre le mémoire, la soutenance pour mon diplôme d'art thérapeute, et je n'arrivais pas à écrire. J'étais bloquée, c'est pas du tout ma grande spécialité non plus d'écrire. Et en fait, Gérald m'a dit, mais écoute, écris sur ton expérience.
écrit donc sur le deuil, parce que je ressentais que ça me coupait de ce qui était actif à l'intérieur de moi à quelques mois du décès de mon papa. Et donc, ça m'a permis de continuer de plonger profondément dans les émotions, d'explorer toutes les facettes du deuil qui existent, et donc le mémoire. Donc, du coup, je me sens légitime et assez pointue pour pouvoir accompagner justement cette étape qui peut être difficile, qui est une étape quand même assez taboue, assez muette. Il y a de la pudeur avec les émotions, avec la mort. Il y a comme un parfum que si on s'en approche, on pourrait soit augmenter le chagrin, soit peut-être ne jamais s'en relever si on s'approche de l'émotion, soit peut-être aussi mourir nous-mêmes, parce que finalement, il y a symboliquement peut-être une petite mort aussi lorsqu'on accompagne le deuil, enfin le deuil qui se vit à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai envie de dire que le deuil peut se vivre autrement. C'est une libération de déposer des couleurs sur la feuille par rapport au deuil, et que ça peut être beaucoup plus joyeux qu'on ne pense, parce que le fardeau est beaucoup moins sur nos épaules, mais déposé sur le papier, sur le tableau. Et c'est peut-être d'autant plus tabou encore aujourd'hui que dans la nouvelle classification du DSM-5, qui est la classification des troubles psychiatriques et des maladies mentales, en tout cas, le deuil est reconnu comme pathologique au-delà d'un mois. Ouh, tu te rends compte, ça veut dire qu'ils considèrent dorénavant que si au-delà d'un mois après la perte d'un travail, d'un être cher, enfin tout ce qui peut provoquer un processus de deuil, si c'est pas réglé au bout d'un mois, c'est que tu es du côté de la maladie mentale. Donc ça dit bien qu'il y a quand même une problématique dans la considération de ce que c'est que le deuil, et on sait bien que c'est un processus qui est très complexe. Donc voilà, donc là c'est un non-sens absolu. Donc c'est peut-être d'autant plus important de pouvoir proposer des accompagnements comme tu le fais, parce que ça peut être très vite psychiatrisé. Or, on sait qu'il faut du temps, et parfois il faut une année, peut-être 2, parce qu'il y a aussi des dates anniversaires, parce qu'il y a des événements de vie qui nous ramènent, qu'il faut du temps. Oui, alors je connaissais pas cet extrême. Donc 1 mois, c'est juste impossible. Donc moi je dirais, voilà, en art-thérapie aussi, il y a une phrase dont j'ai oublié l'auteur, mais il y a urgence à prendre son temps. En fait, il peut y avoir vraiment un grand chamboulement. Donc, dans le deuil, on considère tout ce qui est perte, en fait. Il peut y avoir, comme tu l'as mentionné, la perte d'un travail, une séparation, un divorce, un déménagement. Lorsque les enfants grandissent, il y a les enfants qui quittent la maison, donc il peut y avoir le syndrome du nid vide. En fait, la vie est un processus de perte. On perd un stylo, on perd un animal, on perd notre jeunesse. On perd des cellules chaque jour. Et puis, il y a quand même aussi le processus où nous en gagnons aussi. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut porter de la conscience à ce phénomène de perte qui, mine de rien, nous affecte, et de ne pas attendre qu'il y ait une grosse perte justement pour être en difficulté. Ça demande encore d'être au plus proche de nos émotions. Et cette société veut nous justement, c'est pas qu'elle veut, mais il y a des règles du jeu de ne pas être trop connecté à nos émotions, même pas du tout, parce que ça dérange. Donc en fait, s'intéresser au deuil, c'est s'approcher de quelque chose de très intime, de très émotionnel. C'est quelque chose qui peut déranger. Et tu as parlé aussi de notion de cycle. Et donc en fait, il faut laisser œuvrer la vie aussi. Donc il va y avoir, à partir de la perte, peu importe la perte, il va y avoir donc un premier été, un premier automne, la date anniversaire, la première visite où on retourne dans un lieu qu'on a connu avec la personne, ou alors de retrouver un nouveau travail. Et donc en fait c'est comment réapprendre à vivre, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt sur l'image. C'est plus jamais comme c'était avant. C'est pas encore comme ça va devenir. Et là, on est dans un état où le puzzle, les pièces du puzzle ont explosé. J'ai envie de dire aussi qu'il y a des effets collatéraux qui sont oubliés à une séparation, un divorce ou la perte d'un être cher, dans le sens où ça change le mode de vie. On peut être obligé de déménager, on peut être obligé de changer de situation. Il peut y avoir vraiment une situation financière qui peut être modifiée. Donc en fait, on va avoir plein d'espaces qui sont modifiés. Et ça, c'est très déséquilibrant pour l'être humain. Et on nous demande de réintégrer le travail illico presto. Donc, il y a plusieurs choses malgré tout. Le fait des fois d'avoir un travail où on est obligé d'aller, ça va nous aider. Parce que quelque part, ça va nous tenir debout, là où on n'a pas envie d'aller, mais ça peut être un tuteur, on va l'appeler comme ça. Mais
aussi, des fois, ça va vraiment nous épuiser. Donc en fait, c'est comment justement l'accompagnement du deuil, c'est aussi de pouvoir aider la personne à s'approcher de l'équilibre, à quel moment c'est aidant, à quel moment ça ne l'est pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on pourra éventuellement quitter ce travail, mais on pourra avoir modéré les attitudes vis-à-vis des choses et trouver des ressources. Donc dans le processus du deuil, dans un premier temps, c'est d'accueillir. Et c'est d'accueillir les bras grands ouverts, la peine, le chagrin, et de se laisser aller aux larmes. Et c'est vraiment une libération émotionnelle, ça libère des tensions, ça soulage, ça allège le cœur et ça allège les épaules. Et il n'y a pas de quantité de larmes. La perception, on en revient à ce que nous sommes tous différents. Il n'y a pas de petits et de grands malheurs. Il y a la perception intérieure de ce qui nous arrive. Et ça, c'est un petit peu conditionné aussi par notre enfance et le cheminement que nous avons eu jusqu'à cette étape. Il n'y a pas de vie non plus sans difficulté. Donc, on ne peut pas enlever les épreuves de vie. L'art-thérapie ne propose pas de vivre une vie lisse sans épreuves. Par contre, elle propose d'être tenue par la main et de cheminer ensemble pour réussir à traverser l'épreuve. Donc, il y a l'accueil émotionnel dans ce premier module. Ensuite, il y a la mise en transformation, parce que de ce principe où il y a un dépôt sur l'étoile et une décharge émotionnelle, ça nous laisse de l'espace à l'intérieur de nous pour prendre du recul. Bien sûr, ce sont des grands principes. Donc, on prend du recul et de ce détachement et de prendre du recul, on peut avoir une vision plus globale de la situation. Et moi, j'aide la personne à mettre en transformation. Et en le mettant d'une manière concrète en transformation sur le tableau, qu'on peut découper, qu'on peut brûler éventuellement dans un feu purificateur ou qu'on peut transformer avec des couleurs, on agit concrètement sur la matière. Donc, il y a un premier mouvement dans l'accueil qui part de l'intérieur, l'émotion se dépose sur le tableau. Donc je pars de l'intérieur de moi-même, je vais vers l'extérieur à travers mon bras, ma main, le pinceau sur la toile. Au moment de la transformation, il y a un mouvement concret de transformation dans la matière qui, de manière intrinsèque, vient agir à l'intérieur de ma psyché. Donc je pars du tableau, de l'extérieur, ça rentre à l'intérieur de moi et en transformant le tableau, eh bien il y a un effet de transformation à l'intérieur de moi. Et le troisième module, c'est l'acceptation, c'est accepter le principe de vie. Vivre, c'est mourir. Il y a un début et une fin. Et on appelle ça une fin, mais en fait, logiquement, on dit en yoga, c'est une transformation d'état. Et donc, en fait, on passe de l'état physique à l'état invisible. On peut partir du postulat que l'âme continue son chemin. C'est le corps qui part. Et donc, évidemment, on ne peut pas nier la réalité. Donc là, je reviens au premier module qui est l'accueil de la peine et du chagrin. C'est que lorsque quelqu'un meurt, en fait, c'est le chagrin de ceux qui restent qui est là. Parce qu'il va y avoir un vide dans la maison, il va y avoir le vide de la séparation, de la perte d'une personne ou d'un animal ou d'une situation, ou le passage à la retraite. On perd notre vie active, on perd le côté social de se rendre dans un bureau et de dire bonjour et d'avoir des amis. On est mis sur le côté de la route et les gens qui, par exemple, auraient dédié toute leur vie à travailler tête dans le guidon, tout à coup, le jour de la retraite, à la fois pendant quelques semaines ou quelques mois, il y a un repos, il y a du loisir, il y a du plaisir. Et puis tout à coup, il y a un vide intersidéral éventuellement. Si on ne trouve pas des ressources, des activités et de se relier au monde du vivant. Donc là, moi, je parle de tous les deuils et de toutes les pertes. C'est vraiment global. Eh bien, dans cette acceptation de la vie, il y a un changement d'état. Donc la perte crée le vide, donc la peine de ceux qui restent dans cette situation qui n'a pas été choisie. Donc la retraite, etc. C'est le temps qui passe, on vieillit. On voudrait bien arrêter le temps. Moi-même, je le souhaite. Donc c'est comment d'accepter que ça va être inhérent à la vie. Il y a des pertes et donc il y a plaisir et difficulté, il y a bonheur et chagrin et donc c'est comme les deux faces, c'est pile et face d'une même pièce et donc on revient à la symbolique de la dualité de ce monde où nous venons expérimenter la séparation, nous sommes partis du tout. Alors je reprends le grand concept, cette conscience invisible s'incarne, elle descend dans ce corps qui est un véhicule, qui est notre temple, de manière à ce que nous puissions faire l'expérience de la vie
aussi sentir, goûter, aimer, entendre, vibrer avec la musique, etc. Donc c'est tous les sens du corps. Et le corps, c'est pour ça que le corps est si important. C'est pas le corps, c'est la conscience qui habite ce corps qui nous permet de faire l'expérience de la vie. Seulement, nous vivons la séparation du grand tout. Nous sommes passés de lumière et tout amour à la totalité par une étape très très agréable dans le ventre de la maman où là on est en symbiose totale, la fusion, et derrière claque séparation. Naissance, séparation, la froideur d'une éventuelle pièce d'accouchement, séparation. Ensuite, il y a selon justement la maman et le papa accueillant, doux et puis très tactile, il va y avoir les sentiments, les sensations de sécurité de base qui sont nécessaires à l'établissement de la confiance dans la vie. Donc l'enfant, le bébé va grandir. Waouh, la vie est une aventure, j'ai confiance. Ou éventuellement j'ai peur, le monde est dangereux. Et bien sûr, il y a des nuances à l'intérieur, c'est pas blanc ou noir. Mais donc dès la naissance, au moment où l'enfant accouche et qu'ensuite 1 an, 2 ans, il va prendre conscience de son individualité lorsqu'il se regarde dans le miroir et qu'il est séparé de la maman, il y a donc séparation. Et ça amène chagrin parce que nous sommes séparés, inconsciemment, chagrin, du grand tout. Et donc, on peut trouver l'amour, on crée une famille, on va s'accrocher à un travail. Tout ça, c'est des amours conditionnés parce que c'est conditionné à des circonstances avec un début et une fin. Et pour moi, la vie, c'est de venir réussir à descendre à l'intérieur profondément pour trouver cet état de calme qui rejoint le grand tout sur lequel on peut s'appuyer. Et puis, en fait, c'est réaliser la lumière, l'amour, le grand tout avant de mourir à notre tour. Puisque à la mort, éventuellement, c'est un postulat. Bien sûr, on l'accepte, on l'accueille ou pas. Ça regarde chacun et chacune. Que lorsqu'il y a le corps qui meurt, eh bien, l'âme continue son voyage vers d'autres incarnations. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à considérer la vie ainsi. Ça me porte. Ça me fait du bien. Alors toi qui as mené déjà ta première session d'atelier sur le deuil, alors tout ce que tu nous racontes en termes d'évolution d'un module à une autre, moi ça m'a fait penser effectivement à toutes les étapes du deuil et comment on est dans l'introjection, c'est ça? Projection au départ. Oui, ou comment et puis introjection. Oui, tout comment à fait. on intériorise. C'est ça. C'est ça, c'est l'introjection. C'est ce terme-là, oui, Ouais. introjecter. Comment est-ce qu'on introjecte l'autre disparu en soi et quand on arrive à le faire vivre à l'intérieur de soi sans éprouver de la tristesse ou être envahi par des émotions, là on arrive effectivement peut-être dans ce travail d'acceptation et on peut considérer peut-être qu'on a fait le deuil de ce qu'on a vécu. Dans ce que tu nous racontes dans l'évolution de tes modules, effectivement tu nous fais faire aussi peut-être un travail de deuil, l'air de rien à travers ton accompagnement en art-thérapie. Mais c'est peut-être aussi ça l'intention. Oui, tout à fait. Je vois que tu connais bien le sujet parce que tu as dit les mots. Ce sont des restes de ma vie de psychologue en palliatif, en gériatrie. Ah bah voilà, c'est ça. Parce que c'est les mots que j'aurais employés dans le sens où, comme j'ai dit, au moment de la perte, il y a donc dans cette réalité quelque chose qui n'est plus là. La présence d'une situation ou la présence d'un être humain, la présence d'un animal ou d'un lieu. C'est-à-dire que si on subit un déménagement ou une faillite et qu'on change de région, il y a tous nos repères qui sont modifiés d'une situation que l'on n'a pas choisie, donc que l'on subit. Lorsqu'on subit, il y a souffrance, il y a résistance à l'intérieur de nous. C'est très fatigant aussi, c'est très épuisant, c'est très fatigant. Ça prend énormément d'énergie. Et donc, en allant dans ce processus, alors moi, le cycle est construit comme ceci pour justement apporter l'évolution, mais c'est quelque chose qui va se vivre au quotidien. Moi, je donne la piste, je donne l'élan, et ça se vit bien sûr au quotidien avec la personne. Et donc, en fait, c'est en posant, tu me disais, comment est-ce que concrètement on peut introjecter, donc c'est le terme exact, c'est-à-dire que de ce vide, de par la perte de situation ou de personne, il va y avoir des actes très concrets. Et c'est en cela que l'art-thérapie peut venir nous aider. Alors, moi,
j'ai été spontanément, enfin non, j'ai pas été spontanément, mes pas m'ont porté vers l'atelier de peinture à Saint-Étienne, donc ça a été parfait pour moi. Mais ça peut se faire avec de la musique, avec un instrument, ça peut se faire au travers de la danse, ça peut se faire aussi avec de la terre, c'est beaucoup plus archaïque, on touche d'autres émotions. J'ai un ami ici sur Anglette aussi qui utilise la bibliothérapie, c'est-à-dire c'est à travers les livres, donc Lionel. C'est merveilleux parce que il y a différentes propositions et qui vont résonner justement avec chacun et chacune puisque nous sommes tous différents. Le chemin est quand même demande du courage et demande un engagement et de l'implication. Donc je dirais allez vers quelque chose qui vous appelle. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir du plaisir à peindre ou à danser, et d'ailleurs c'est pas exclusif parce qu'on peut glisser de l'un vers l'autre, eh bien ça va être plus facile sur le chemin parce que au moment où ça va être un petit peu exigeant, qu'il va y avoir des émotions et puis qu'il se passe des choses intenses, eh bien c'est toujours plus facile avec un médium qui nous a attirés et qui nous plaît. Et donc c'est vraiment par des actes concrets. Donc moi ça va être sur le tableau, ça va être en peignant, en prenant du plaisir. Une amie de Saint-Étienne auquel je fais encore un clin d'œil, Rosemonde, a appelé son atelier d'art-thérapie la peinture sur soie. Donc il y a un jeu de mots avec la soie, qui est une texture noble, donc qui nous ramène aussi à notre nature noble et qui en même temps soie, donc le grand soi qui est à l'intérieur de nous. Donc en fait en passant du temps en peignant sur les tableaux, en les découpant, on fait des collages également. Il y a des peintures spontanées, il y a des peintures beaucoup plus réfléchies, il y a celles où on va passer du temps, il y a des expressos, on dit, comme le café, où ça va être juste 5-10 minutes pour jeter de l'énergétique sur le tableau. Donc il y a plein de petits outils, enfin non, de grands outils puissants en art-thérapie qui sont proposés et qui vont œuvrer. C'est-à-dire que le propos du travail sur le deuil, c'est de faire le lien entre le concret et l'invisible. Donc concrètement, en agissant dans la matière, on agit à l'intérieur de nous. Et après, c'est patience, douceur, accueil. Il va y avoir des vagues. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc on peut une semaine se sentir bien, un jour on se sent moins bien. Donc c'est comment aussi je peux amener de la confiance. Ok, je me sens pas bien, mais j'ai confiance. Il y a aussi une phrase importante, c'est que il y a une chose permanente, c'est l'impermanence. Donc tout passe. Et tout se modifie et tout se transforme. À chaque seconde, tout est différent et n'est plus comme c'était. Donc, cette peine qui vous assaillit ce jour-là, si vous n'êtes pas obligé d'aller à votre bureau, laissez-vous aller à cette peine. Parce qu'en plongeant dans l'émotion profondément, peut-être prendre de l'écriture et jeter des mots, peindre pendant un petit quart d'heure, il y a quelque chose qui va se décharger, une libération de tension émotionnelle qui va faire que derrière, il y a une éclaircie, un espace qui s'ouvre. Le deuil est très éprouvant, très fatigant et donc l'art-thérapie vient ouvrir des petites fenêtres, des petites éclaircies où on respire un peu. C'est pas gagné encore, on n'est pas totalement dans le flot de la vie avec bonheur, mais il y a une petite embellie. Et d'embellie en embellie, de petit pas en petit pas, eh bien un matin c'est plus doux. C'est plus léger. On peut peut-être se rouvrir à un rire, à un cinéma, à une soirée avec des amis, peut-être se réouvrir à la rencontre. Mais il est vraiment important de venir transformer à l'intérieur de soi pour se réouvrir avec amour et pas se réouvrir avec peur. Voilà, il me semble. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur le fait que c'est pas un processus linéaire. C'est vrai qu'on a pu aussi être biaisé par les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross qui a décrit les 5 phases du deuil. On passe du déni à la colère, la dépression, il m'en manque une, et l'acceptation. Mais en fait, le problème, c'est qu'on croit que une fois qu'on a passé ces 5 étapes, ça y est, c'est terminé, on a fait notre deuil. Or, en fait, il y a des va-et-vient. Et comme tu dis, il peut y avoir un moment de tristesse et de chagrin. Et si on peut ne pas aller travailler ou peut-être de consacrer du temps et accepter qu'on est dans cet état-là à ce moment-là. Oui. À condition que ce soit pas un état dans lequel, que ce soit cristallisé non plus. Mais voilà, il faut pas penser non plus qu'on passe d'une étape à une autre et ça y est, c'est terminé. On y revient, en fait. Et c'est le temps aussi qui fait son travail. Oui. Et c'est là où ça peut être des étapes décourageantes. Et c'est là, oui, tout à fait. En fait, c'est le livre est Marchandage, à côté de nous. Oui, tu m'as sorti son livre sur le chagrin, le deuil. Donc les 5 étapes, c'est déni, colère, marchandage. Il me manquait celui-là. Tiens, intéressant de l'avoir oublié, celui-là, marchandage, dépression et acceptation. Tout à fait. Donc, ce sont des étapes très très importantes. Donc, elle a été précurseur avant nous toutes, et donc je m'appuie là-dessus. Et effectivement, c'est peut-être pas si
mentionné dans le livre, mais depuis on a du recul, que c'est fluctuant. Et c'est là où ça va être éventuellement décourageant. Et c'est là où toute la difficulté est d'être sur le fil du rasoir. Moi, je suis là pour donner l'élan avec des étapes de modules, mais bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est que la personne s'engage dans un travail beaucoup plus régulier et de longue haleine, et également donc avec cette implication, mais le fil du rasoir, c'est d'être en équilibre, et la grande sagesse, en fait, c'est de réussir à accepter que les états sont changeants, et donc c'est décourageant. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à faire un régime, et en fait, on ne va pas avoir les effets tout de suite. On est plutôt dans la frustration, on est plutôt dans la faim. Peut-être pas un régime, mais comme par exemple un jeûne, on est plutôt dans la frustration au début, on est dans la faim, le mental ne s'arrête pas, on ne pense qu'à ça, et donc l'effort est surhumain. Et donc il faut suffisamment tenir un petit peu, c'est-à-dire de continuer à poser des actes. Et donc c'est pour ça que je propose de l'écriture tous les jours, même que 5 minutes, de faire un petit dessin, même que 5 minutes, parce que 5 minutes, c'est 5 minutes de gagner. Et c'est le côté répétitif, sans voir le bout du tunnel, qui va de toute façon agir, parce que c'est une notice, en fait, c'est un protocole. En agissant, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir des résultats nouveaux, sans changer le quotidien. Donc, pour avoir un autre résultat, il faut absolument changer nos actions dans la journée. Donc, 5 minutes de peinture, 5 minutes de lecture, un cadeau aussi, aller marcher dans la nature, écouter une belle musique. On peut pleurer 5 minutes avant et pleurer 5 minutes après. Et tout à coup, je me souviens aussi, en art-thérapie, on nous parle de l'intelligence de l'enfant, c'est-à-dire cette conscience qui est toute neuve. L'enfant, il pleure, il rit. Mais quand il rit, il est pleinement dans son rire. Et quand il pleure, il est pleinement dans son chagrin. Par contre, ça peut durer 2 minutes. Donc, l'invitation, c'est de descendre pleinement dans l'émotion. À partir du moment où on descend pleinement, elle se dissout. Elle se dissout tout simplement parce qu'elle a été entendue, reconnue et vécue. Elle n'a plus besoin d'être là. Les émotions sont des drapeaux qui viennent nous dire « occupe-toi de moi, occupe-toi de toi, occupe-toi de moi ». Ce sont on nous parle. En tout cas, je crois qu'il faut pas banaliser en tout cas le deuil, quelle que soit l'origine ou la cause du deuil. En t'écoutant parler, du coup, en échangeant avec toi, je me souviens, moi j'ai travaillé dans une structure spécialisée en soins palliatifs. Donc on avait des lits et une unité de soins palliatifs, donc on accueillait spécifiquement des personnes qui étaient atteintes d'une maladie grave. On faisait de l'accompagnement au deuil pour les aidants, pour les familles, mais était toléré, on va dire, 1 à 2 entretiens. Sauf que un ou 2 entretiens ne suffisent pas à accompagner quelqu'un à faire son travail de deuil. La peur, c'était peut-être qu'on soit moins disponible sur les services, mais en fait, il n'y avait pas tellement de demandes d'accompagnement de deuil. Les familles n'osaient pas ensuite revenir dans les services, ce que je pouvais aussi comprendre. Donc, il y a des familles que j'ai accompagnées sur du long terme. Mais c'est pour te dire aussi que même en étant dans un service très spécialisé, on considérait qu'en 2 séances, ça y est, c'était réglé. 2 séances avec la psy, à parler pendant 3 quarts d'heure, c'était suffisant pour régler le problème, quoi. Oui. Or, pas du tout. C'est déjà bien que ça existe, mais ça dénote encore de quelque chose qui ne commence pas déjà. C'est-à-dire que ces enfants qui ont grandi sont un jour en deuil, en accompagnement d'un parent qui part ou d'une maladie, en soins palliatifs. Donc, ayant grandi en s'éloignant des émotions et de l'accueil et de la connaissance de soi, eh bien, après, on est des grands adultes, mais finalement complètement handicapés au niveau émotionnel. Et donc, du coup, on a des mécanismes de défense, on a des personnages pour tenir debout. Donc, c'est vrai qu'il faut pas qu'on s'écroule non plus. Et donc, il y a tous ces tabous et tout cet invisible qui s'installe. Enfin, pas vraiment c'est invisible, mais disons des espaces qui cloisonnent tout cela. Et donc ensuite, ce sont ces mêmes adultes qui sont au chevet des parents qui partent. Donc le parent ou la personne qui est dans la maladie est complètement démuni, n'avait pas éventuellement travaillé ou envisagé ou s'était pas éventuellement posé la question en amont. Donc au moment où on est au cœur de la douleur, au cœur du désespoir, au cœur de la souffrance, il y a très peu d'énergie pour pouvoir mettre en perspective. Alors il arrive, on pourrait dire comme un miracle des shifts, parce que en fait c'est là où il y a la bascule, parce qu'en fait au pied du mur il peut y avoir la bascule. Et puis en même temps, elle arrive pas forcément, et c'est surhumain de demander, d'imaginer que la personne sur son lit de maladie et de mort va pouvoir conscientiser réellement cette approche du passage. Et pour les accompagnants, pareil. En fait, on est des handicapés émotionnels de la relation à soi et la relation aux autres. Donc ça commence en amont.
en amont. Donc ça existe, donc c'est bien. Mais je crois, alors peut-être en plus avec cette période que nous vivons, le plus grand challenge est de se prendre par la main, de ne pas attendre de l'extérieur et de cheminer nous-mêmes. Parce que en fait, toute la vie est là, toute la vie, il y a des grands sages aussi qui nous l'expliquent, toute la vie est là pour apprendre à mourir. Mais apprendre à mourir, ça ne fait pas mourir. Et moi-même, j'avoue que j'y pense pas beaucoup. J'ai une bonne santé, donc je ne vis pas dans la peur de la mort. Mais par contre, j'apprivoise avec la philosophie, avec les enseignements du yoga, avec la gestalt thérapie qui m'a aidé à me connecter au corps par le massage et à descendre dans cette intimité intérieure de manière à pouvoir relationner au monde plus profondément. Et puis à l'art thérapie aussi. J'apprivoise le concept de, pour moi, ce changement d'état. Et donc, pour essayer de l'apprivoiser, et j'ose espérer être habité avec moins de peur au moment fatidique et peut-être avec plus de conscience pour ce passage. C'est un passage. Mais il est important de s'y préparer et d'accompagner les gens qui le vivent. Et donc, on revient à quelque chose qui peut se cristalliser à l'intérieur de nous. Donc, il y a un phénomène à l'intérieur de nous naturel. Nous sommes naturellement dotés pour rentrer en résilience par rapport au deuil. Si nous avons une écoute suffisante de nous-mêmes et si nous nous donnons du temps, de la douceur, de la bienveillance. Et comme on est un peu cerné par un monde de fonctionnement qui va vite, c'est ça qui nous déconnecte aussi de ce temps qui est nécessaire à une certaine maturation. Donc, ça peut se cristalliser à l'intérieur de nous sans que nous en ayons conscience parce que nous avons sauté l'étape un petit peu précipitamment. Donc ça veut dire qu'on s'est distrait, on a un peu refoulé, on s'est distrait, on est reparti dans des activités très rapidement et en fait l'expérience nous sera reproposée. Pas forcément avec une autre perte mais à une autre occasion parce que la vie est intelligente et elle vient... Alors des fois si on n'écoute pas, ça va nous être proposé de manière plus intense, avec plus de gravité, plus d'impact sur nos vies. Et au contraire, si on élague, si on transforme, si on gère un peu par là la poussière sous le tapis, à droite, à gauche, eh bien des fois ça revient, mais de manière plus légère, comme pour nous montrer où est-ce que j'en suis sur ce sujet-là. Alors, il faut pas croire qu'on est en échec. C'est-à-dire que l'expérience peut nous être proposée, une épreuve, mais c'est pas que ça n'a pas fonctionné avant. C'est tout simplement que ça nous est proposé à un autre niveau vibratoire pour un peu checker où est-ce qu'on en est et c'est toujours en évolution. Il y a une spirale vertueuse qui nous tire vers le haut dans le processus d'individuation. Donc, c'est en cela que tout est impermanent, comme on le disait. Il y a des vagues. Ne pas perdre courage. Et les temps qui sont difficiles, on va pouvoir observer qu'ils se raccourcissent. C'est-à-dire qu'avant, on peut être plongé pendant plusieurs mois ou quelques années dans des choses difficiles. Après, ça se raccourcit à quelques mois. Après, ça peut être sur une semaine ou une matinée. Et après, des fois, on peut sentir arriver la situation, hop, on a ce recul et on sent qu'on pourrait avoir le scénario qui se met en route à l'intérieur de nous, c'est-à-dire d'agir comme avant et d'avoir le conditionnement et la croyance d'avant. Et là, hop, ah non, mais attends, ok, et là je suis en vigilance et ok, je suis tout de suite là et tout de suite je modifie.